D'ailleurs, c'est le temps de l'année où les petits joueurs commencent à glisser au profit des plus gros bonhommes. C'est une tendance qu'on voit à chaque année. Si certains avaient encore Anton Silayev plus loin dans leur liste, Silayev, le grand défenseur de 6 pieds 7, la grande halotte, on peut s'attendre à voir les gens qui l'ont plus loin, en fait, se joindre à la masse puis l'avoir plus haut. Même chose en fait pour Caden Lindstrom, le centre de 6 pieds 4, puis j'inclus même au lot Tige Iginla, même si c'est pas le plus gros, il fait 6 pieds ouais, je pense qu'il fait 6 pieds, pas 6 pieds 1. Même si c'est pas le plus gros, il joue gros Tige. Par conséquent, on peut s'attendre à voir des joueurs un petit peu plus petits comme Berkeley Catton, Cole Eisenman et Consta Hellenius descendre, ou devrais-je dire, continuer de descendre. Moi, essayer de tenir mon bout dans le cas de Berkeley Catton, puis de pas me laisser influencer par ses tendances et ce désir incontrôlable de faire passer les plus gros joueurs devant lui. Dans un mock draft, je peux comprendre pourquoi qu'on descend Catton. Zach Benson était dans la même situation l'an dernier, mais dans un classement de talent et de projection, Catton se doit d'être parmi les 5 meilleurs attaquants de cette cuvée-là, possiblement même le 3e meilleur derrière Celebrini et Demidov. C'est un peu comme Zach Benson l'an dernier, que je mettais 4e meilleur attaquant devant même Will Smith et Ryan Leonard, que j'affectionne particulièrement, et ça dans une cuvée qui débordait de talent. Puis pourtant, sorti 13e, c'est pas mal là que je le mettais dans mes mock drafts aussi. On se doutait qu'elle allait descendre, et je m'attends à voir la même chose dans le cas de Berkeley Catton, qui est certes pas aussi petit. Benson faisait 5 et 9 là, l'an dernier. Catton, je pense qu'il est davantage autour de 5 et 11. Mais on parle un peu là, du même genre de profil. Joueur électrisant, petit gabarit, excessivement intelligent avec des mains magiques, puis un lancer sous-estimé. Dans les deux cas, on parle également peut-être des lacunes en termes de coups de patin, en transition et en jeu défensif. Sauf que c'est ça, dans le cas de Catton, on entend beaucoup des comparaisons avec Nick Suzuki au même âge. Si vous voulez un référent facile. En fait, son coup de patin, c'est ça, c'est pas le meilleur, mais c'est pas un handicap non plus, comme c'est le cas peut-être pour d'autres joueurs dont je vais faire mention là, plus tard dans l'épisode ou lorsque je vais vous présenter mon classement là, pour le mois fin mars, début avril, on va voir. Sauf que c'est ça, son jeu défensif, il a besoin de travail, mais je pense que Catton, c'est un joueur qui est suffisamment intelligent pour réaliser les bons jeux quand même. Fait que je pense pas non plus que c'est un handicap. C'est pas par manque de vouloir non plus. Son lancer, je crois toutefois qu'il est très sous-estimé. Il y a vraiment un beau release, notre ami Berkeley. Puis c'est pourquoi que j'ai Catton en haute estime dans mon évaluation. Même si c'est pas le genre de joueur qui m'excite généralement, j'aime quand même les gros bonhommes. Mais de manière objective, c'est ça, il a sa place parmi les meilleurs attaquants de cette cuvée. Puis c'est un des joueurs, c'est ça, les plus intelligents en termes de compréhension de la partie, en termes de résolution de problèmes, puis en termes de vitesse de processing de la game. Beaucoup d'anglicisme ici. Certes, son jeu défensif et son coup de patin pourraient être améliorés, comme que je disais, mais c'est justement deux aspects du jeu que je pense qui peuvent être améliorés au fil du temps, contrairement au Hockey IQ et Hockey Sense, Hockey Sense, je l'ai dit bizarre, qui sont des choses ou des skills beaucoup plus innés. Fait que c'est ça, même s'il a joué au centre cette saison, Catton, je pense qu'on parle davantage d'un allié dynamique dans son cas, un gars qui pourra devenir un dual threat en raison de son lancer précis puis de son release rapide. J'ai vraiment beaucoup d'anglicisme. Désolé. Un joueur que je pense qu'il va exceller à maintenir la pression dans la zone offensive grâce à son moteur puis à ses mains. Puis qui pourrait, je pense, dans le meilleur des cas, devenir un joueur point per game avec un certain jeu two-way. Son gabarit pourrait évidemment freiner les ardeurs de certains recruteurs. Mais c'est ça, ce qui rend aussi son évaluation difficile. Ce qui joue pour une équipe de pisse, ça je l'ai dit en français. Une équipe qui a même pas une fiche de 500 en fait. Malgré tout, Catton est le 4e meilleur pointeur de la WHL cette saison, derrière des joueurs repêchés 1 ou 2 ans plus tôt, puis produit à un rythme similaire à ce que Leon Draisaitl, Zach Benson et Evander Kane ont fait au même âge dans la même ligue. En fait, Catton a la 6e meilleure moyenne de points par match des 20 dernières années dans la WHL pour un joueur à sa première année d'admissibilité au repêchage de la LNH, et ça si on exclut des joueurs ayant joué moins de 15 rencontres.
En fait, il a noirci la feuille de pointage lors de ses... en fait, j'ai noté 51 de ses 59 matchs, mais ça, je pense qu'il a rejoué depuis, là, ça fait un petit moment que j'ai pris ces notes-là. Donc, c'est ça, il marque à quasiment tous les matchs. Il y a un point à quasiment tous les matchs, devrais-je dire. Puis c'est ça, c'est pas d'hier qu'on parle de Berkeley Catton, ça fait déjà un bon moment que je vous en parle. En fait, Catton, pour remettre en contexte, il avait été sélectionné au premier rang au total lors du repêchage de la WHL en 2021. Donc, c'était déjà un espoir de premier plan à ce moment-là. Mais l'an dernier, je pense qu'il y avait une saison un petit peu décevante. Puis je pense que ça tâche encore sa réputation dans les classements. Mais il y a tout, je crois, pour se développer en allié dynamique de top 9 ou top 6 dans la LNH. Reste juste savoir, ça va être quoi son plafond réel? Lui qui pourrait, à mon avis, devenir un des vols du prochain repêchage. Fait que c'est ça, je vais sortir d'ici les prochains jours ou les prochaines semaines ma liste de classement en vue du repêchage de la LNH. J'en ai sorti une, là, je pense, début février, pardon. Je vais en ressortir une, là, soit d'ici la fin mars. D'ici la fin mars, on va se commettre à ça. Ça va être au minimum un top 32. Mais l'affaire, c'est qu'il y a tellement de joueurs que j'aime et que je veux pas exclure de ma liste que je risque d'étendre la liste à peut-être 50, voire même 64 joueurs. Même si mon temps de visionnement pour ces joueurs-là, là, mettons dans le range 50 à 64, risque d'être plus limité puis qu'il va inévitablement avoir des joueurs qui vont être omis de ce top 64-là simplement parce que je les aurai pas vus jouer assez ou pas du tout. Mais regarde, je fais ça pour le plaisir. Vous le savez, j'ai pas la prétention de tout connaître. Donc, on va se lancer pour un top 50 ou 64. On va voir qu'est-ce que ça dit. Puis, qui dit nouvelle liste, en fait, dit également plusieurs risers et fallers, ou monteurs et descendeurs, si on utilise les termes en français. Donc, autrement dit, des joueurs qui grimpent ou qui chutent dans les classements. Puis j'ai envie de vous parler de quelques-uns de ces risers-là aujourd'hui, parce que vous risquez de faire le saut en voyant ma prochaine liste. Puis je préfère mettre la table tout de suite. Évidemment, T.J. Iginla et Zeev Bouillum sont deux risers notoires depuis janvier, dans à peu près toutes les listes. Et spoiler alert, je vais moi aussi les classer très haut, et puis peut-être même un peu plus haut que ce que les gens font. En fait, c'est pour moi 2 top 10 assurés, probablement même plus haut. Mais c'est ça, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de d'autres choix, peut-être un peu plus obscurs, que je verrais monter dans les listes finales, surtout après le tournoi des moins 18 ans qui va s'en venir à grands pas, ou encore qui pourrait sortir plus tôt lors du repêchage. Donc on reviendra là, à Iginla et Bouillum lors d'un autre épisode, mais pour l'instant, on va y aller avec des noms que vous connaissez peut-être un peu moins, mais qui sont des coups de cœur ou des coups de cœur en devenir, dans mon cas. Bref. Le premier que je vais vous parler, Alphonse Frey, qui est un de mes gros coups de cœur des derniers mois. En fait, Frey, c'est un défenseur gaucher, 6 pieds 1, excellent patineur, excellente mobilité four-way, un très bon, pour ne pas dire excellent, instinct offensif également, et très bon en défense aussi, je trouve. Un potentiel de top 4, peut-être même de première paire avec du temps de jeu sur le jeu de puissance, si les astres s'alignent, pardon. Mais je pense que c'est un potentiel top 4 est réaliste dans son cas. Son coup de patin appartient définitivement à la Ligue nationale. Il est très mobile, il excelle en possession de rondelles. Il prend pas de risques mal calculés, je trouve. Il en prend de temps en temps, mais c'est pas aussi flagrant que d'autres défenseurs offensifs dont il va être question plus tard ou pas. En tout cas, bref, il joue, c'est sûr, un jeu malgré tout quand même assez safe, mais efficace, avec quelques flashs offensifs à l'occasion. Il y a présentement 33 points en 40 rencontres dans la J20 nationale. C'est pas un si haut nombre que ça, 33 en 40. Toutefois, c'est important de noter qu'il y a 75% de ces points qui sont à 5 contre 5. Donc, il ne bénéficie pas là, justement d'une grosse récolte sur le jeu de puissance. Donc, ça, c'est bon. Puis, il y a également, là, c'est ça, il cumule également 25 points en 19 rencontres au niveau international. C'est pas le plus dominant physiquement, mais son jeu défensif est très bien. En fait, il y a un bâton très actif. Ce qui m'impressionne de son jeu défensif, en fait, c'est comment il peut échapper à la pression lorsqu'il récupère le palais. À quel point il est agile puis qu'il peut prendre des décisions rapidement, en fait. Donc, bonne récupération de rondelles, bonne relance rapide. Si on le voit classé en fin de première ronde en ce moment,
voire même en deuxième ronde dans certains cas. Je serais vraiment pas surpris de le voir sortir entre 15 et 20, en fait, aussitôt que ça. Quoi qu'il est gaucher, mais en tout cas, en fait, Double Prospects l'ont présentement 18e. Je pense que c'est eux autres qui l'ont le plus haut. Mais je pense que je suis capable d'accoter ça. Je pense même que je suis capable de le mettre 16e ou 17e à suivre. En fait, les recruteurs semblent frileux de le classer aussi haut, vu qu'il y a déjà beaucoup de défenseurs dans ce range-là. Mais, tu sais, de ce que je lis de lui puis des autres listes qui sont sorties, tout le monde s'entend pour dire que ça pourrait être un vol puis tout ça. Fait que pourquoi qu'il classe pas plus haut, elle le sait pas. Fait que c'est ça, il est certes pas élite dans aucune catégorie, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de faiblesse non plus. C'est un peu le Tom Willander de cette année, mais à mon avis encore meilleur offensivement. Puis Willander est sorti quoi, 10e, je pense, l'an dernier dans ce coin-là. Bon, en tout cas, bref, je pense que cette année, c'est un peu plus relevé que l'an dernier dans ce range de sélection-là, mais je pense que 15 à 20 dans le cas de Alphonse Frey, c'est pas si farfelu que ça. Sinon, il y a Harrison Brunick, un autre défenseur droitier de 6 pieds 3 dans ce cas-là.